Arts s'apparentant aujourd'hui à un produit d'appel n'entretenant plus que des rapports superficiels, pour être poli, avec la mythologie dont il fait son fonds de commerce, on ose imaginer la pression pesant sur les épaules de Rémi Harlin, réalisateur de ce second opus, à l'époque où le souvenir du premier film était encore tout frais. Se hisser à la hauteur de McTiernan étant mission impossible pour 90% des cinéastes en activité hier comme aujourd'hui. On sera gré au Finlandais de marcher ostensiblement sur les traces de son prédécesseur sans pour autant essayer de l'imiter. De fait, on saluera des cadres souvent inspirés convoquant le spectre du maître, notamment la volonté d'occuper toute la largeur du format scope, une mise en place efficace et concise via une chorégraphie scénique élégante, transition habile d'un écran de télé à un autre afin de caractériser les personnages à l'aune du contexte dans lequel ils s'insèrent, ou encore une volonté occasionnelle de retrouver la fluidité du montage de MCT. Pour autant, le doute ne tarde pas à s'installer lorsque se pose le plus gros problème du film, comment appréhender le personnage de John McClane à l'aune de son nouveau statut. C'est là que réside le principal problème du long métrage qui tend à appuyer le caractère indispensable de MCT lorsqu'il s'agit de caractériser un personnage dont la substance est finalement indissociable du réseau de codes inhérent à sa mise en scène. Passe encore que les scénaristes poussent, de façon quelque peu téléphonée, le personnage à aller au-devant des ennuis de son propre gré, mais la conscience bien trop appuyée pour être honnête des instigateurs de vouloir entériner le statut de star de la pop culture de leur héros se révèle plus difficile à occulter. D'où un recours trop systématique à la punchline forcée, qui jette rétrospectivement les prémices de ce qu'est devenu le personnage aujourd'hui. D'autant plus qu'Harlin, en gros bourrin qu'il est, ne manque jamais une occasion pour appuyer un peu plus le champignon. Plus dommageable encore, les idées des producteurs visant à maximiser l'attractivité du film, mais contradictoires avec l'essence même de la figure qui se retrouve à venir à bout de barbouze en les attaquant frontalement. On citera ainsi ce gunfight influencé par John Woo. Joel Silver découvrait alors le cinéma HK, durant lequel Bruce Willis manque de se transformer en émule de Chow Yun-fat. Dès lors, il faut attendre la fin de la première heure pour retrouver le McClane de Piège de cristal, dont les stratagèmes de fortune sont confrontés pour la première fois à leur impuissance, face à l'organisation minutieuse des bad guys. Comme s'il s'agissait de consciemment gonfler le personnage d'une confiance en soi exagérée pour mieux ébranler ses certitudes et le faire redescendre sur terre à mi-parcours. On retrouve ainsi l'humain obligé d'agir car acculé, le comportement frondeur et tête brûlée conditionné par la force des choses, la couleur kamikaze de ses mouvements de la dernière chance. À cet égard, la propension à la surenchère d'Harlin fait des merveilles.